Salut tout le monde! Bienvenue à notre super balado Variété Vérité présenté par le Collège de Rimouski. En fait, ce balado-là va vous proposer au fil des épisodes vraiment un contenu varié qui est inspiré par le vécu, la générosité de nos super invités. Vous allez pouvoir les découvrir. Et bien sûr, notre co-animation, Émilou, salut! Salut! Toujours un plaisir de te retrouver derrière le micro. Et pareil pour moi. Oui, tant mieux, c'est ce qu'on espère. Puis aujourd'hui, on a une super invitée avec nous que je vais présenter d'abord, Tamara Roistagne. Salut Tamara. Bonjour, Salut. merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tellement un plaisir de t'accueillir. Puis d'entrée de jeu, moi, je voulais nommer, moi, je ne te connaissais pas. Tu as été un nom qui nous a été chaudement recommandé pour un parcours super inspirant. Donc, on s'est dit, waouh, on veut la rencontrer. Ça, c'est certain. Puis, j'ai vraiment aimé, tu m'as apporté une petite carte. Parce que je demandais à Tamara comment tu voudrais que je te présente à travers ton parcours, parce que vous allez découvrir son parcours, bien sûr, mais je trouve que c'est très à propos. Gestionnaire reconvertie en protectrice de la santé mentale. Je trouve ça génial. Donc, à travers tout ça, à travers ce beau parcours-là, Tamara, je te laisserai expliquer qu'est-ce que ça signifie cette appellation-là, en fait. Là. Oui, c'est ça, parce que c'est difficile. J'ai tellement de chapeaux, comme je vous disais. Comment tu vas m'appeler? Prof de yoga, conférencière, chroniqueuse. Dans ma signature courriel, c'est long de même. Là. Mais j'étais anciennement gestionnaire, puis en fait, tout la ligne, le fil conducteur dans tout ça, c'est que j'étais gestionnaire et maintenant, j'aide les personnes en milieu de travail à protéger, même faire fleurir leur santé mentale. Mm-hmm. Parce que moi, ça a été tout qu'un défi dans ma carrière. J'avais des exigences élevées envers moi-même. J'étais très, très perfectionniste. Ouais. J'avais des excellentes notes à l'école. J'ai appris l'espagnol pendant mon bac. Tu sais, j'étais pas un bac en langue, là. J'étais un bac en commerce. Puis, je suis allée directement sur le marché du travail avec, tu sais, un peu ce désir-là de toujours performer, de toujours en faire plus. Ouais. Puis là, quand on rentre sur le marché du travail, on est dans une autre ligue. Moi, j'étais dans les grosses firmes de conseil en management. Donc, je me suis magasinée un burn-out là-dedans. Et c'est des milieux assez intenses, là, j'imagine, là, aussi. Avec ta pression que tu te mets aussi à devoir faire ta marque. Mm-hmm. C'est ça qui m'a permis de rentrer là-dedans, mais c'est ça qui a fait aussi que je ne suis pas restée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, maintenant, j'aide les personnes à protéger leur santé mentale, premièrement, en parlant. Moi, je parle de ma santé mentale comme aujourd'hui. Oui. Donc, je parle de la mienne. La nuance, c'est que je parle pas de la santé mentale seulement comme concept, à bout de bras. Les statistiques de la santé mentale. Aussi, on est très bon dans le milieu des affaires là, pour parler de la santé mentale. Ouais. Mais là, on est rendu à parler de notre santé mentale. Exactement. C'est là la nuance, c'est là que je trouve que c'est important. Mais si les leaders ne parlent pas de leur santé mentale, comment s'attendre à ce que les personnes, les employés, tout le monde soit libre d'en parler avec le leader aussi? Donc, c'est très... il y a énormément de... Tu sais, chaque leader veut avoir l'air solide, veut avoir l'air stable, veut avoir toutes les réponses. Un peu les exigences élevées que j'avais envers moi-même en rentrant sur le marché du travail. Ouais. Donc, de s'ouvrir vulnérablement comme ça, c'est pas facile à jouer. Donc, j'aide les personnes à le faire, peu importe leur rôle, d'être capable d'en parler. Puis, ce que je vais faire souvent, ça va être d'arriver dans un milieu de travail, donner une conférence où je parle de ma santé mentale, de mes expériences. Et les gens s'ouvrent sans que je leur demande. On fait un 5 à 7 après, puis la magie opère, en fait. Ils vont me poser des questions sur mon parcours, puis soudainement, oui, ça me rappelle ma dépression après mon divorce. Des conversations entre humains que entre collègues de travail n'ont jamais eu lieu jusqu'au jour où j'arrive. C'est ça. Pour toi, dans ton milieu, c'était pas normalisé de parler de ça, puis d'être ouvert et vulnérable par rapport à ce que tu pouvais ressentir, là? Non, fallait avoir... vraiment tout compris, être en contrôle, d'avoir le couteau entre les dents, puis débroussailler, puis tout le monde était là-dedans. Donc, c'était difficile d'être le seul à aller mal là, dans le milieu où tout le monde, pourtant, a l'air tellement fort, a l'air d'avoir tout compris. Ouais. Mais quand quelqu'un part, on dit pas « il est en arrêt de travail, il fait un épuisement », c'est « disparaît »,« il est en congé », congé de maladie. Même burn-out, c'est un mot qui fait comme peur de dire, mais pourtant, ça devrait pas. C'est quelque chose qui arrive, puis on dirait qu'en l'évitant, ben, ça vient juste mettre plus un tabou sur le sujet, justement. Exact. Puis c'est bien parce que ça protège quand même la confidentialité de la personne qui est partie. Ouais. Mais en même temps, pourquoi, je questionne pourquoi, comme société, on a décidé que c'était quelque chose à cacher, tu sais. Puis je mets pas non plus ça sur la responsabilité de ceux qui sont dans le creux de la vague, là, qui viennent de tomber en arrêt de travail, que ça va pas du tout.
c'est pas à eux d'avoir le courage d'en parler, tout ça. C'est bien en amont qu'il y a un travail à faire, puis c'est là où je pense qu'on a le plus d'impact. Donc, une personne qui va tomber en arrêt de travail n'est pas nécessairement prête à aller chercher de l'aide tout de suite, mais peut-être qu'elle est prête à écouter un balado, par contre, qui est écrit santé mentale dessus. C'est ça. On travaille en amont, puis on travaille sur plusieurs fronts, d'où la raison pourquoi c'est difficile de mettre un titre. Je suis protectrice de la santé mentale. Oui, puis souvent, on a comme l'image que ça peut pas m'arriver. Ah non, moi, je vais chercher des outils, je vais faire autre chose. Mais finalement, c'est humain, c'est la santé. On parle de santé mentale, c'est la santé globale. Ça fait partie de tout ça. Puis, comme toi, par exemple, est-ce que tu baignais déjà un peu dans leur relation d'aide ou tu sais, comme là, tu es prof de yoga. Est-ce que c'était quelque chose, une pratique que tu avais déjà quand même avant ou c'est vraiment ce moment-là qui t'a fait un espèce de 360 ou... Très bonne question. Oui et non. En fait, j'ai étudié en commerce. Comme je disais, j'ai étudié en commerce. J'ai fait une maîtrise ensuite en gestion de projet. Fait que la relation d'aide, à part la gestion d'équipe, là, on en parle très peu. Là. Donc, il y avait ça, c'était mon background d'éducation formelle. Ouais. Mais j'avais commencé à faire du yoga il y a longtemps, donc pendant mon bac, en fait, il y a plus de 10 ans. Pour moi, c'était un sport de ma tante. Fait que j'étais allée avec ma tante puis ma mère m'étirer. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est du sport pour vrai parce que j'étais raquée le lendemain. OK, oui. Mais maintenant, je suis rendue au prochain niveau où c'est même pas un sport, là, c'est une pratique spirituelle, mais j'aurais jamais osé appeler ça comme ça à l'époque. Là, le mot spirituel aussi, c'est un tabou. Là. Et pourtant, tellement important dans la santé mentale parce qu'on parle de quête de sens, de s'orienter dans la direction. Là, le sens. Connexion avec soi puis avec ce qu'on ressent aussi. Exact. Fait que sans le savoir, moi, dans mon sport, j'étais en train d'aller chercher une connexion avec moi-même. À la fin des séances de yoga aussi, on est couché sur le dos, on fait souvent la posture. Shavasana. Exactement. Oui. Oh. C'est ta préférée ou c'est ta pire, là? Ah oui, mais pour moi, c'est un peu ma préférée, là. Ouais, moi aussi. Vraiment. Mais au départ, j'étais comme, je paye de l'argent dans le vide. Là. Il y a 10 minutes où la prof fait rien, je bouge pas. Mais en même temps, je baignais dans mes endorphines, c'était agréable. Okay. Je le prenais. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'a bien frappé, si on veut, là. Puis j'ai fait, peut-être que la méditation, il y a quelque chose là-dedans. Peut-être. Aller chercher. Fait que je peux aller explorer ça plus, mais j'ai comme apprécié plus le côté introspection du yoga. J'ai commencé à rentrer plus là-dedans. Puis je dirais, c'est en 2018, quand j'étais sur le chemin de Compostelle, que j'ai commencé à méditer formellement. J'avais appris, j'avais beaucoup de concepts de la méditation, mais j'avais jamais essayé. Fait que sur le chemin de Compostelle, j'ai décidé que ça ferait partie de ma routine à tous les jours de méditer au moins 5 minutes. J'avais aussi appris que c'était pas une bonne idée d'essayer de commencer avec 2 heures. Là. Oh non! Je comprends. Donc 5 minutes par jour, puis ça m'a suivi depuis mai 2018. Oui, puis je sais que pour les débutants en méditation, tout le monde est différent, bien évidemment, mais c'est souvent très difficile tu sais, ça prend du temps là, avant de pouvoir apprécier une méditation, puis de pas divaguer, de comme prendre ce moment-là pour soi. Mais tiens, toi, tu dirais que est-ce que ça a été rapidement acquis ou ça a pris vraiment comme... À ce jour, je me considère pas bonne en méditation. Là. J'ai un mental qui est très actif, puis on peut pas être bon en méditation de toute façon. Mais moi, c'est ça, j'ai un mental très actif. C'est pour ça que j'en ai besoin. Je suis pas une personne qui est comme naturellement zen. Et que tu y parles, puis c'est posé. Moi, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de parler. Fait que la méditation, ça vient m'amener ça. Puis j'étais dans un contexte assez propice sur le chemin de Compostelle. J'étais motivée, j'étais en nature, j'étais comme dans ce vibe-là. Fait que ça a vraiment été facile d'apprécier le moment. Mais en même temps, j'ai pas commencé à méditer à tous les jours. Pour la suite, là, ça a été 1 mois sans le faire, 1 mois à le faire à tous les jours, 1 semaine que je le fais 1 fois ou 2 jours. Tu sais, il n'y avait pas de constance dans tout ça. Mais ça a été quelque chose que j'ai apprécié puis que j'ai dû apprécier rapidement parce que c'est après 2018 que j'ai commencé à travailler et où ça a été extrêmement intense. Donc, ça a été comme un outil pour moi qui a été très important pendant que je voyageais. J'étais à Tampa, en Floride. J'étais à Londres en classe affaires. Tu sais, ça roulait, là. Oui, puis j'ai eu des vraiment belles expériences que je regrette pas, là, malgré tout, mais qui j'avais besoin de cet outil-là, puis pour moi, c'est ça, c'était un outil, je me rattachais à ça. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça, là, ça fait au-dessus de 5 ans, là, puis ça a évolué beaucoup ma relation avec le yoga, avec la méditation. Mais je dirais que c'est ça, mon parcours côté introspection, spiritualité, relation d'aide. J'ai été me certifier aussi à l'Université de Montréal, là, quand j'ai commencé à embarquer plus sur ce chemin-là.
en mentorat pour père aidant. Donc, PAIR, pas papa, là. Peers. C'est ça. Donc, c'est comme un proche aidant, mais au lieu d'être le proche de quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, t'es quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable. Donc, si je fais le parallèle avec le cancer, c'est quelqu'un d'autre qui aurait eu le cancer, qui est en rétablissement ou qui s'est rétabli. Puis là, on peut parler vraiment d'égal à égal. C'est ça. Sur un pied d'égalité où on sait que l'autre nous comprend. Donc, c'est vraiment complémentaire à tout ce qui est... Ça prend le médecin, ça prend le psychologue, ça prend tout ça. Mais ça vient permettre une autre approche, une autre réception aussi de notre détresse. Oui, d'avoir les outils pour transformer cette détresse-là, tu sais, qu'on a réussi à apprendre à vivre avec, là. Puis c'est ça, de faire du bien avec ça, de pouvoir devenir, une source d'aide pour les autres, de pouvoir... Puis moi, j'avais une petite question pour toi, Tamara. Je me demandais, quand tu t'es rendu compte là, que ça allait pas, puis que, avant, mettons, de prendre ta décision de faire un 360, puis ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain, mais à qui t'en as parlé en premier? J'en ai pas parlé beaucoup. Étant hyper indépendante et sachant toujours dans quoi je m'enligne avant de m'enligner dedans, tu sais. Puis en faisant toutes mes décisions de manière logique et rationnelle, moi, je trouvais ça facile de prendre des bonnes décisions. Va à la meilleure école, prends la meilleure job. T'as les capacités, fait que fais-le. Exact. Si je veux, je peux. C'est ça que je pensais. Puis je le pense encore, mais je l'ai appliqué avec d'autres nuances. Parcimonie. Ouais, j'en ai parlé avec mon chum en premier. J'ai la chance d'être encore avec lui. Là. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. J'ai 29 ans, en toute transparence. Donc, ça a été 6 ans de distance parce que moi, j'étais à Ottawa puis lui, il faisait son cégep à Rimouski. Donc, lui, il faisait sa technique. Fait que c'était minimum 3 ans en partant de distance. Puis après, ça a été un autre 3 ans, mais Montréal, Ottawa. Puis ensuite, on a emménagé ensemble. Fait que je sais pas comment on a fait, mais on est là. Ça sera un autre épisode. Mais c'est ça, donc j'en ai parlé probablement avec mon chum, probablement avec presque personne d'autre, ma meilleure amie, qui aujourd'hui est psychiatre. Perks. Bonjour à elle, si elle écoute cet épisode. Oui, c'est ça. Bonjour. C'est ça. Oui, donc j'en parlais pas beaucoup de mes questionnements parce que pour moi, c'était ça, c'était vulnérable, c'était être chambranlant. Alors que dans tout, c'est comme, peu importe dans quel métier on s'en va, on se retrouve dans une espèce de bulle où il y a X ou Y comportement qui est normalisé. Puis moi, dans ma bulle, ce qui était normalisé, c'était de toujours avoir réponse à tout. Puis si tu l'as pas, tu sais que tu vas être capable d'aller la chercher. Tu étais toujours dans ton pouvoir d'agir. Puis là, des questions de « je sais pas ce que je veux faire de ma vie », c'est l'inverse, là. Tout à fait l'inverse. Même si j'en étais consciente avec la méditation, j'avais pas le choix. On pourrait dire que ça marche pas, la méditation, parce que j'ai fait un burn-out pareil. Mais au contraire, c'est que ça m'a forcé à être dans l'inconfort puis de faire face au fait que j'étais pas à ma place puis que je savais pas où serait ma place si c'est pas ici. Donc, la dissonance cognitive, l'inconfort était énorme et c'est ça qui a fait que j'ai dû arrêter à un moment donné. Mais je suis contente que ça a été très inconfortable pour moi et que j'ai pas pu glisser ça sous le tapis pendant des décennies. Là. Non, c'est ça. Puis écoute, je suis curieuse à savoir, est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui t'a montré que tu étais comme plus à ta place, là? Parce que, tu sais, des fois, là, j'entends ce que tu parles de il y a eu du beau, puis il y a eu des belles choses, puis à travers les expériences, je pense que des fois, on a comme toujours l'image de la personne qui, elle a fait un burn-out, elle était plus bien au travail, mais au contraire, tu sais, il y a des gens qui vivent des super belles expériences, puis que finalement, à travers tout ça, à travers la pression et tout ça, je veux dire, à un moment donné, le corps parle, puis des fois, on essaye de pas trop l'entendre, je veux dire ça comme ça, mais tu sais, toi, y a-tu eu un déclic à un moment donné que tu as fait, OK, non, là, je suis pas à ma place, là. Ça va pas. Ça a été un parcours, je dirais. Les premières fois, c'est assez tôt en commençant à travailler, là. La salle de conférence à Tampa, les grandes fenêtres, tout le monde autour, les VP de la grosse banque. Là, il y a une question, il me pose la question, je m'en sors pas pire. Là, je peux souffler pendant 2 secondes, fait que là, je regarde par la fenêtre, je tombe dans l'une, puis là, je pense que c'est un moment d'écart mental, mais en vrai, c'est un moment de clarté. Là. C'est comme, qu'est-ce que je fous ici? J'ai tout là, sur papier. J'ai le chum, j'ai l'appart à Montréal, j'ai la vie jet set, j'ai la paye. Mais ça va pas. Mais en même temps, c'est pas à la première réflexion profonde que t'es comme, je change ma vie. En tout cas, je lâche tout. C'est ça. Okay. J'ai tout ça quand même. Ça s'est fait comme graduellement. Là. Puis l'arrêt de travail, ça a été mon corps qui m'a arrêté, effectivement. Donc, ça a été plusieurs années. J'ai quitté ça, je suis allée faire ma maîtrise en me disant, peut-être que dans un autre milieu de travail, je serais plus à ma place. Puis c'est une bonne réflexion. Tu sais, je suis contente d'avoir
poussé la réflexion au bout, mais finalement, dans un autre milieu de travail, moi, j'étais quand même pas bien. Donc, plus tard, ça a été mon corps qui a dit j'ai eu des migraines de 9 à 5 du lundi au vendredi. Fait que le message était assez clair que c'était dans les heures, j'étais rendue bonne là, pour pas travailler trop d'heures, mettre mes limites, tout ça. Fait que tout ce qui restait, c'était le fondement de ce que je faisais. Puis les migraines m'ont arrêté au moment où j'ai une situation plus, on dit toxique souvent là, à tort et à travers, là, mais une situation avec 2 collègues de travail que ça a été juste la goutte qui a fait déborder le vase après 3 ans à essayer de reprendre le dessus, là. Puis ça me donnait des migraines. Puis j'ai pas pu toffer longtemps. J'étais à distance. J'aurais pu continuer à travailler si j'avais une jambe cassée, là. Mais avec la migraine, c'était la façon de m'arrêter. Puis je remercie mon corps pour cette sagesse. Wow. Mais oui, des fois, on n'a comme pas le choix. Des fois, si c'est pas nous qui prenons la décision, c'est notre corps qui la prend pour nous. Exact. Puis je souhaite à personne. Fait que c'est pour ça que j'enseigne le yoga aussi. Ben, c'est ça. T'es comme reparti de ton expérience pour être capable de... C'est ça, là, d'accompagner à travers le processus de chaque personne. Puis d'ailleurs, tu parlais de père aidance. Tu as un balado aussi, Histoire de père, que je trouve génial, que tu as eu une belle collaboration avec Père aidance Québec, si je ne me trompe pas, où tu mets en lumière les expériences des gens. Puis moi, écoute, je pense que c'est un beau cadeau aussi que tu peux offrir de partir de ton expérience parce que on s'entend que les difficultés qu'on vit on peut s'en servir comme moteur aussi, puis après ça, peut-être se repositionner, se re-questionner. Puis toi, le choix que tu en as fait, c'est ça, c'est de permettre aux gens d'en parler, de se sensibiliser, de sensibiliser les autres. Puis je trouve que c'est vraiment des super beaux cadeaux que tu offres à travers ton expérience, là, finalement. Vraiment. Là. Merci. Ouais. Puis les pères aidants, c'est des pionniers. Leur travail, c'est de dire ouvertement, exemple, ça peut être toutes sortes d'autres diagnostics, là. Oui. Ça peut être des diagnostics beaucoup plus stigmatisants que celui que moi j'ai eu, qui était trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il y en a que c'est la schizophrénie, il y en a c'est la bipolarité. Donc, ils vont en parler ouvertement, peut-être pas avec... ils sont des fois en mentorat individuel avec quelqu'un qui est en psychiatrie à l'hôpital, mais ils vont en parler, puis ils vont parler du fait qu'ils sont ici de l'autre côté de la table pour pouvoir aider les personnes qui traversent quelque chose de semblable. Donc, c'est des pionniers dans déstigmatiser puis juste parler de leur propre santé mentale. Donc, je pense que c'est important qu'on leur donne le micro. Puis, c'est un message de rétablissement aussi, là. Donc, tu sais, dans mon cours de père aidance, premier 5 minutes, Nathalie Lagueux qui dit la stigmatisation... Oui, c'est ça. Faut que je retrouve la citation, je vais la dire à la bonne façon, là. Ceux qui se rétablissent et qui n'en parlent pas contribuent aux préjugés existants. Oui. Ça m'a donné une espèce de boost de motivation, de responsabilité, de mission un peu, là. OK, je me suis rétablie, je suis prête à en parler. C'est pas comme si j'aurais dû en parler là, pendant le pire du pire. Non, c'est ça. Mais là, je me sens assez solide, puis c'est pas à tout le monde d'aller faire des podcasts puis d'étaler ça. Mais par contre, quand on est proche de quelqu'un, ben à ce moment-là, moi aussi, j'ai traversé ça. C'est tout naturel pour les humains. Oui, puis l'impact que ça peut avoir sur ton entourage aussi, que tu réalises peut-être pas, mais justement, d'en parler, de contribuer à enlever ces stéréotypes-là, puis de peut-être... prendre part à la décision que certaines personnes vont prendre par eux-mêmes, d'en parler aussi, puis de s'aider en parlant. Parce que ça aussi, des fois, juste de faire sortir ça fait tellement du bien. Là. Exact. Puis, tu sais, là, encore là, moi, c'est facile de parler de ma santé mentale passée, tu sais, mais là, je parle c'est de plus en plus loin derrière moi, on dirait, là. Fait que j'essaie sur Instagram, sur les réseaux sociaux aussi d'être assez transparente, comme moi, la semaine passée, en vrai, ça allait pas super bien. Voici ce que j'ai fait pour me maintenir là-dedans, pour rester dans la vulnérabilité de ça, parce qu'à un moment donné, ça devient juste une histoire qu'on radote, puis facile pour moi à dire. Oui, puis tu sais, en même temps, tu as la chance d'avoir un micro. Tu sais, là, on a des micros pour en parler, mais ça reste que d'être capable de le dire à quelqu'un. Tu sais, hey, comment ça va? Ou parler de son expérience à quelqu'un, indépendamment des médias sociaux ou du travail que tu fais maintenant, de les accompagner via différentes façons, mais ça reste que c'est important d'avoir quelqu'un
que ce soit derrière un écran ou à côté ou à qui on tend la main. Là. Fait que c'est une belle façon de... Merci pour le micro. Oui, ça fait trop plaisir. Oui, c'est ça, des fois, on dirait que tu sens que tu n'as comme pas la place ou que tu n'es pas entouré des personnes avec qui tu aimerais faire le pas pour en parler, mais qu'il y a toujours des options, là. Oui. Tu sais, de pas se fermer les yeux là-dessus, puis de pas se fermer à ça. Mais oui, c'est difficile. Puis quand t'es pas dans une situation où tu sens que tu peux être ouvert, mais c'est encore plus difficile. Oui, puis on l'a tous, moi, mes parents aidants dans mon cours, en fait, tout le cours, c'est beaucoup de l'échange d'expériences. Fait que j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur des choses que moi, j'ai pas nécessairement vécues, comme une hospitalisation, au travers des témoignages en classe de mes collègues de classe. Donc, je leur en dois beaucoup pour mon éducation à moi. Parce que chacun part de son expérience, là. T'sais. Exact. Puis on a tous tiré sensiblement les mêmes conclusions, là, en termes de bien s'entourer, d'être capable de mettre des limites, parce qu'on on veut en parler, mais on veut pas non plus se mettre sur le bûcher, là. Ben non. Tu sais, moi, s'il y a quelqu'un qui m'invite à un podcast pour un débat, bon, si c'est clair déjà en partant, on peut le faire, mais si ça va être complètement réfractaire pour dire les jeunes, ça veut plus travailler, puis, tu sais, je veux dire, je vais dire non merci, tu sais. Ouais, c'est ça. Je vais me protéger, moi aussi, ma santé mentale, puis ma vulnérabilité au travers de tout ça, tu sais, c'est le cadeau que j'offre aux autres, mais je ne dois pas ça ou non plus à personne. Fait que, tu sais, c'est toujours c'est la même chose que sur les réseaux sociaux quand je le dis en temps semi-réel. Là, j'essaie de me garder peut-être une semaine, un petit recul, mais de rester dans ce qui est frais aussi. Là. Ben oui, une des parties intégrantes du partage par rapport à tout ça, puis à sa santé mentale, c'est de respecter ses limites aussi, puis de les préétablir, de faire un travail avec soi, puis de faire, tu sais, OK, qu'est-ce qui, pour moi, est important? Qu'est-ce que je veux communiquer? Puis qu'est-ce que je veux, tu sais, garder pour mon moi, là? Tu sais, il y a des affaires que, si t'es pas à l'aise de les partager, que tu dois pas te sentir obligé de partager parce que je parle de ma santé mentale, que je suis ouvert, donc je vais aller jusque-là. Non, c'est ça. C'est tout à fait. Au respect de soi, de ses limites. Là. Première étape, puis même avec mes invités de podcast aussi, c'est ça. Là, tu dévoiles ce que tu es prêt à dévoiler, ce que tu as envie de dévoiler. Ouais. Tout ce qui est encore touché, un peu croquant, laisse peut-être ça pour une prochaine fois quand ce sera un peu plus mûr. Puis là, ça aura encore plus de valeur pour les autres quand on sera prêt, si on est prêt éventuellement à le partager. Donc, ça, c'est vraiment une nuance importante à apporter au discours. De ne pas gratter la gamme trop profond. Oui, et puis Tamara, je profiterai de ce petit moment pour te proposer de choisir une de nos 2 cartes. Donc, on a la vérité, justement, la carte vérité. Puis cette carte-là, elle va aller dans ce qui est un peu plus, peut-être, crunchy, un peu plus croustillant. Puis on a la carte variété. Ça, c'est plus soft un peu. Ça peut être des petites questions sur tes préférences, sur tes goûts. Donc, je te laisse choisir. J'ai envie de prendre vérité parce qu'on est là-dedans, là. Parfait, on y va avec vérité. Super. Donc, Tamara, qu'est-ce que ton entourage ne sait pas de toi et qui pourrait le surprendre? Puis si t'es pas à l'aise, tu peux le dire aussi, on peut passer à une autre question. Qu'est-ce que mon entourage ne sait pas de moi? Et qui pourrait les surprendre? Ouais, je sais pas, là, vite de même. J'ai l'impression que c'est une grosse question. Je dis tellement de choses sur moi maintenant. Par contre, je peux dire qu'il y a 2 ans, quand je me suis mis à pleurer dans mon assiette parce qu'il y avait une affaire une paperasse qui marchait pas, mon père puis ma soeur étaient comme oh, ça va. Ils m'avaient jamais vu comme il se passe quelque chose, pleurer comme ça. Là. Ils étaient comme OK, ça va vraiment pas. Là. Fait que tout le côté de des fois je m'effondre, des fois je sais pas quoi faire. Là, je suis l'aînée, la sœur aînée qui a toujours voulu comme montrer l'exemple puis montrer le truc. Fait que il y a plein de facteurs là, qui rentrent dans mon épuisement. Mais là, dans le creux du burn-out, je dirais que le fait que des fois, je sais pas ce que je fais, là, ça a été par le passé. Aujourd'hui, je dirais que les choses liées à ma spiritualité, mes croyances spécifiques, ça, c'est des choses qui restent pour moi. Puis que les gens ne savent pas nécessairement. Parce que moi, ça évolue tout le temps, en fait. Avant, j'étais très dans le si la science l'a pas prouvé, ben ça n'existe pas. Puis maintenant, je vois un peu plus large que ça parce que, bon, la science, c'est super important, je valorise ça énormément. Puis, et il y a des questions qui sortent un peu du domaine de la science, là, le sens de la vie, pourquoi on est là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai comme laissé la place à mes croyances. Puis ça, c'est quelque chose que je pourrais raconter qu'ils ne savent peut-être pas. Je suis allée voir ma meilleure amie pour y dire, celle qui est psychiatre, là, on se rappelle, pour y dire...
je pense que je crois au chakra. Je pleurais dans son salon, puis elle était comme... Tam. On va en parler. Avoir des croyances ne fait pas de toi une personne en psychose. Je savais pas que c'est ça que j'avais besoin d'entendre, mais j'avais besoin. De te rassurer un peu, là. En tant que fille super scientifique et que scientifique, là, ça m'a permis d'adoucir un peu, de ramollir les croyances puis de les bouger. Fait que ça, je pense que c'est ma vérité. C'est bon. Ta vérité. Ben, écoute, j'attraperais ça, si tu me permets, à travers tout ce que tu as découvert sur toi ou dans tout ce processus-là, puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous voient puis qui sentent que ça va pas, tu sais, les choses qui t'ont aidé, toi, ou les découvertes que tu as fait, que tu pourrais peut-être nous partager en presque bientôt fin de balado, mais qui ont pu t'aider puis qui pourraient peut-être résonner chez des gens, par exemple, tu sais. Là, il y a les chakras, mais... c'est ça, les chakras. Qu'est-ce qui a pu t'aider, justement, à... Ben ça a été une belle découverte en termes de, tu sais, oui, de croyances. Bon, l'énergie qui circule, tout ça, d'aller vers les médecines douces. Ma mère, elle m'a toujours emmenée chez l'acupuncteur. Donc ça, c'était quelque chose que j'étais un peu ouverte. Ça avait marché pour mes allergies, fait que, bon, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis allée vers d'autres médecines douces aussi. Donc ça, tu sais, parce que dans le burn-out, l'épuisement professionnel, épuisement, peu importe, faut qu'on réapprenne à se donner du temps, à s'accorder du temps. Fait que même si c'est du Reiki, puis que la personne fait juste mettre ses mains, puis c'est pas un massage, tu sais, t'es vraiment juste les mains sur toi, ben tu t'accordes ce temps-là par pur amour-propre pour essayer quelque chose pour que toi, t'ailles mieux. Fait que juste, peu importe ça va être quoi, de prendre des moments pour toi qui sont purs, pas pour ta carrière, pas pour apprendre, pas pour... Vraiment juste pour te faire du bien puis te montrer que tu t'aimes. Ça, c'est comme les choses qui ont commencé à créer un cercle vertueux dans mon rétablissement à moi, de voir, OK, je peux m'occuper de moi, puis je m'aime, puis de commencer à avoir ce discours-là, plutôt que de, ben là, lève-toi, faut pas être paresseux, puis tu sais, c'était toujours mon mental qui disait à mon corps quoi faire. Ben oui. Là, ça commençait à être mon corps aussi. Ça commençait à être un chemin à deux voies. C'est ça, à double sens, là, dans le fond. Exact. Fait que de commencer à se connecter au corps, fait que c'est sûr que le yoga, la méditation, la marche en forêt, ça a beaucoup passé par le corps, veut pas, puis la nature, de se reconnecter avec c'est quoi d'être humain sur Terre. Fait qu'on ramène ça à la spiritualité. C'est tellement beau, ça. Ouais, de pouvoir avoir des moments. Puis je suis chanceuse, j'habite à Saint-Donat dans la forêt, donc je me promenais sur le sentier national. Je voyais les arbres, puis j'étais comme wow! Vive la vie! Du soleil, ben oui. C'est ça, ils sont imparfaits, puis ils sont là, puis ils ont le droit, puis ils sentent pas mal d'être croches. Donc, tout ce genre de réflexion-là qu'on a quand on est... Tellement cool. J'avais vu des métaphores là, parlant d'arbres, mais ça m'avait tellement fait du bien de... c'est peut-être un peu poussé, là, mais de, tu sais, je pense que c'était de voir les gens comme des arbres. Que, tu sais, oui, il y en a des croches, oui, il y en a qui vont être un peu brisés, oui, il y en a qui vont avoir des petites amochures dessus, mais, tu sais, tout le monde fait son possible pour, comme, grandir un peu vers la lumière, puis se développer comme ça. Puis on dirait que, tu sais, mettons, quand tu te promènes dans une forêt, que tu vois des arbres, mettons, qui sont plus amochés que d'autres, qui sont plus croches, t'as aucun jugement, tu sais, sur ces arbres-là. Fait que quand tu te promènes dans la vie, que tu croises des gens, mettons, qui te rejoignent moins ou que tu as de la difficulté à comprendre, tu sais, fais juste, ça m'avait tellement aidé de te poser et faire comme, OK, genre, les gens que je côtoie, c'est un peu une forêt. Tu sais, tout le monde grandit à sa manière, puis trouve son petit chemin, puis fait ce qu'il peut avec le sol qu'il a. Là. Exact. Puis ça permet aussi d'alléger notre mental avec les gens qui peuvent moins bien nous recevoir aussi. Là. Bon, là, dans ce cas-ci, là, c'était moi l'arbre croche. Là, puis j'étais comme, OK, j'ai le droit d'être imparfaite, mais aussi, tu sais, quand on tourne, puis comment ça qu'elle me comprend pas, tu sais, elle juste a grandi dans une autre direction, d'autres croyances aussi. Oui. Ça permet d'alléger aussi notre propre hamster qui roule. Quand on pense aux autres puis qu'on voudrait qu'ils nous comprennent, on voudrait donc qu'ils soient capables de voir les choses comme nous. Là. Ouais. Comme le lâcher prise, c'est pas mon fort, là, fait que ça me prend toutes sortes d'analogies comme ça pour m'aider. Là. Oui, puis des fois, c'est difficile parce qu'on dirait que tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses, mais c'est tellement difficile de te mettre les deux pieds dedans. Puis comme dirait une bonne amie à moi, là, je vais vraiment personnellement, mais tu sais, souvent, il y a une grosse différence entre ce que tu penses puis ce que tu ressens vraiment. Ce que tu aimerais penser puis ce que tu vas vraiment vivre à l'intérieur. Puis tu sais, pour beaucoup de situations difficiles, je pense... Oui, tu as des réflexions puis des sentiments par rapport à ça, pour lesquels tu peux,
à un moment ou à un autre, ou pas, prendre un pas de recul, te positionner puis faire « Ouais, ça n'a pas d'allure. » Puis, tu sais, de réfléchir à « OK, moi, me semble que je ferais ça comme ça. » Mais tu peux pas contrôler non plus ce qui germe en toi. Puis ce qui, tu sais, tu peux l'accepter puis travailler là-dessus, mais tu n'as pas de contrôle sur comment ça survient. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que la méditation, pour moi, c'est un outil clé là, pour répondre à la question des choses qui m'ont aidée. Parce que sinon, j'aurais continué à voir la vie de la façon que j'étais censée la voir, selon tout mon bagage. Oui, c'est ça. Et plutôt que de la voir telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire mon vécu de tout ça, je me sens chroniquement stressée. Peut-être que c'est normal d'être stressée dans ce contexte-là, même si tout le monde autour de moi a l'air super bien. Comme, de commencer à valider la réalité, de regarder les choses en face, de sortir du déni aussi. Le déni, c'est super puissant, c'est un élément... Tu sais, quand tu dis « je suis dans le déni de X chose », t'es déjà plus dans le déni. Oui. En fait, tu le sais pas quand t'es dans le déni, donc tranquillement de lever le voile sur ces choses-là, puis commencer à faire face à la réalité, puis à t'accepter tel que t'es. Moi, je suis hyper sensible. Je pensais pas que je l'étais, là. Moi, j'avais une carapace épaisse, puis j'étais capable d'avancer dans le monde des affaires, puis tout ça. Donc, mais finalement, non, je suis hyper sensible, puis c'est ma force, puis... acceptons-le, puis apprivoisons-le. Il y en a d'autres qui voudraient être hyper sensibles peut-être, mais qui ne le sont pas. Non, mais c'est correct, parfait, apprivoise ça. Puis chacun, on est là, on est tous une variété d'humains, puis on a tous notre rôle, notre apport. Donc, c'est pas à tout le monde de faire comme moi, puis de faire exactement ce que moi je fais. Mais je pense que dans le processus, il y a quelque chose d'intéressant de s'écouter, de voir quelle est la somme de mes expériences, c'est quoi mes compétences. Un peu le ikigai, là, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pas du tout, non? OK, c'est un concept japonais où c'est un peu un diagramme de veine. Puis tu as ce que le monde a de besoin, ce que tu peux te faire payer pour faire, ce que tu aimes faire. Puis, il me semble, il m'en manque un, là, mais en fait, c'est ce concept-là d'être vraiment sur ton X dans la vie. Ton ikigai, c'est ça, en fond, c'est d'être au centre. Fait que c'est quelque chose que tu peux te payer pour faire, que t'es bon, que t'aimes, et que le monde a besoin. Ça, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Ce que t'es bon, ce que t'aimes, ce que tu peux te payer pour faire, puis que le monde a besoin. C'est comme la somme de ces 4 choses-là. Puis tu peux écrire, on peut dessiner un diagramme de veine, puis juste écrire dans chaque sphère, puis finalement, il y a comme des thématiques qui reviennent. Moi, c'est pour ça que c'est difficile de me mettre un titre, parce qu'au final, je me vois aussi comme un arbre un peu dans ce sens-là, une autre analogie d'arbre. J'ai plein de branches à ma business, à la travailleuse autonome que je suis, qui a, le yoga, il y a le côté santé mentale, médiatique, accompagnement aussi individuel, mais au centre de tout ça, il y a Tamara, puis... Mais oui, ça. Écoute, moi, je trouve que c'est super inspirant, puis en fait, on est super content de t'avoir accueilli aujourd'hui. Tu as un parcours qui rejoint plein de monde, une sensibilité aussi qui vient nous parler, puis moi, je veux vraiment prendre le temps de te remercier pour ce que tu fais, pour justement être capable de défaire les tabous, de parler de santé mentale, c'est un tout, c'est l'humain. Et peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe vers quoi on aspire, il faut prendre soin de soi à la base. Puis moi, c'est tout ce que tu mets en lumière à travers ce que tu proposes aux gens. Puis pour ça, un immense merci vraiment d'être venu nous en parler. Puis merci pour ton authenticité, ton honnêteté, ta transparence d'aborder des sujets qui te touchent personnellement aussi. Là, donc... Merci vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Oui. Vraiment. On aurait aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Vraiment. On continuera ça offline. Mais merci. Je le reçois vraiment. C'est aussi pour les personnes en épuisement. Là, recevoir, c'est un petit peu difficile. Autant les compliments, non, on ne sait rien. Là, j'essaie de les recevoir vraiment. Fait que merci beaucoup. Ben oui, je vais prendre le temps, moi aussi, de te remercier. Un immense, immense merci d'être ici aujourd'hui. Puis c'est ça, de t'être ouverte, d'avoir été comme ma chère collègue l'a dit, très authentique, puis très toi. Puis c'est ça, t'as vraiment une belle énergie. Je trouve que t'es une personne rayonnante, puis c'est vraiment une belle rencontre aujourd'hui. Ben merci, puis merci à vous deux aussi de faire ça, de nous permettre d'être à l'aise aussi, là, à l'équipe. On se sent vraiment dans notre petite bulle, puis on est super bien, fait que merci pour la plateforme, pour le micro, comme je disais. Sans vous autres, ça se diffuse pas, ces messages-là, à moins qu'on ait d'autres personnes pour nous aider, donc c'est vraiment apprécié. Travail d'équipe. Oui, vraiment. En espérant que ça pu répondre à certaines questions aussi ou que les gens n'hésitez pas à en apprendre davantage aussi sur Tamara. Et on va vous inviter bien sûr à un prochain épisode.
Salut tout le monde. Salut!